Ah, la marque qui cristallise tant de fantasmes, tant d'erreurs, tant de bêtises aussi qui sont dites sur elle, ou tout simplement tant de méconnaissances. Eh bien, pour éviter de passer pour un inculte quand vous discutez avec d'autres communicants dans un dîner de com', je vous invite à écouter cet épisode du décodeur de la communication avec deux experts de la marque. En l'occurrence, il s'agit de messieurs Frédéric Fougerat, l'homme de Tenkan Paris, et Jean-François Granat, directeur marketing et communication dans l'industrie B2B. Au cours de notre entretien, vous allez découvrir les origines de la marque selon Michel Serres. Michel Serres, c'est un philosophe et vous allez voir, c'est assez surprenant. Bien évidemment, Jean-François et Fred vont vous parler de leur expérience personnelle pour développer des marques, pour comprendre la marque, et vous verrez qu'il y a quelques mots-clés qui sont absolument importants, comme la cohérence. Je vous laisse écouter cette première partie d'épisode en compagnie de Frédéric Fougerat et Jean-François Granat. Et quant à moi, je suis toujours Laurent François, fondateur et dirigeant de l'agence Maverick. Très très bonne écoute et j'espère que vous en apprendrez énormément sur la marque, car très sincèrement, cet épisode devrait être enseigné dans toutes les écoles de communication, y compris dans toutes les DIRCOM, qu'elles soient publiques ou privées. Le décodeur de la communication, un podcast de l'agence Maverick. Chères auditrices, chers auditeurs, ils sont beaux, ils sont jeunes, ils sont de retour. J'ai à ma gauche monsieur Frédéric Fougerat qui nous reçoit chez lui, chez Tenkan Paris, dans ses magnifiques immeubles dans le 17e. Salut Fred. Bonjour Laurent. Et il vient de Lyon. L'homme du saucisson lyonnais, l'homme du marketing et de la communication de l'industrie B2B, monsieur Jean-François Granat. Salut Jean-François. Bonjour Laurent, bonjour Fred. Messieurs, aujourd'hui on va parler de la marque, parce qu'un jour avec Jean-François, il y a quelques mois, nous discutons évidemment philosophie, parce que moi je suis plutôt kantien, toi tu es plutôt quoi? Toi tu es plutôt hegelien, toi. Ouais, c'est cela. Et toi Fred, tu es plutôt quoi côté philo? C'est interdit aux moins de 18 ans ou pas? Non, je crois que le jeune peut entendre avec tu quoi, c'est plutôt... On en parlera une autre fois. On en parlera une autre fois, oui. On en parlait au Macumba l'autre soir. Et donc, on discutait philosophie avec Jean-François et il me parlait de la marque. Et tu nous disais, Jean-François, que la marque venait en fait de quelque chose d'extrêmement étonnant. Raconte-nous cette histoire qui est absolument incroyable, Jean-François. La marque, ça vient d'où ? Alors, merci Laurent. Oui, j'ai longtemps cherché à essayer d'expliquer ce que c'était qu'une marque. C'est compliqué d'expliquer ce que c'est qu'une marque et de vraiment de tout couvrir. Et quand tu te poses des questions existentielles ou existentialistes, il faut se tourner vers les philosophes. Et je trouve que Michel Serres a donné une très bonne définition de la marque. Et il aimait rappeler l'histoire, l'origine de la marque. Et rappeler que la marque vient du mot marché, parce que ça vient des prostituées d'Alexandrie qui exerçaient leurs activités dans des grottes au-delà des plages d'Alexandrie. Et que pour exercer leur activité et attirer les clients, elles avaient pris l'habitude de graver leurs initiales ou quelques symboles sous les semelles de leurs sandales. Et en marchant dans le sable, ça guidait les clients vers les grottes où elles exerçaient leur activité. Et le mot marque vient de là, à la fois de ce symbole et puis de la marche pour aller jusqu'au lieu de consommation de leur activité. Et je trouve que c'est une très belle explication de ce que c'est qu'une marque, parce que c'est à la fois l'explication du symbole physique, ce symbole, ce signe gravé sous les chaussures et visible sur la plage. Et puis c'est aussi montrer que c'est un signe qui est distinctif, qui permet de se différencier des autres, éviter toute confusion. Et aujourd'hui, on peut interpréter ça sous forme de logo ou toute l'identité visuelle que peut développer une marque. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on se rend compte à travers cet exemple que la marque, elle est aussi dans l'imaginaire du client potentiel. Tout ce qu'il va pouvoir imaginer, tout ce qu'il va pouvoir décliner, penser derrière ce simple symbole. Et on voit bien que la marque, elle est ancrée dans cet imaginaire du client. La marque, elle appartient au client et c'est lui qui construit cette marque-là. Et chacun a une vision un petit peu différente de la marque. À nous, communicants, d'alimenter cette vision et à donner l'image qu'on a envie de donner et construire cette image dans les yeux du client. Et cet imaginaire, du coup, on peut l'influencer, on doit l'influencer, et ça, c'est le rôle du communicant. Et puis dernier point dans cet exemple que je trouve très bien choisi par Michel Serres, c'est
on marche pour aller vers quelque chose. Donc on construit petit à petit, on va dire, un territoire de marque. Il y a un ensemble d'endroits où on s'exprime, on est capable de véhiculer un message. Et on voit bien aussi que c'est quelque chose qui n'est pas permanente. En fait, on doit tout le temps retravailler son message, retravailler la communication autour de sa marque pour développer cette marque et la faire croître dans le temps. Donc je trouve que le fait de rappeler l'étymologie du mot marque, cet exemple de Michel Serres, je le trouve particulièrement pertinent. Alors Fred, je ne sais pas ce que tu en penses parce que c'est difficile de passer après une telle allocution de la part de Jean-François Serres et non plus Granat. Qu'est-ce que tu en penses de cette histoire de marque? Alors pas nécessairement les prostituées d'Alexandrie, Alexandra, mais qu'est-ce que tu en penses? La marque, pour toi, qu'est-ce que c'est? Bah déjà, je remercie Jean-François pour cette introduction parce que j'ai appris beaucoup. Je connaissais pas l'origine étymologique du mot. Maintenant, si on parle de la marque aujourd'hui, ce qu'elle est devenue et comment je l'aperçois en tant que communicant, pour moi la marque c'est une compétence. Alors c'est peut-être pas la première façon d'aborder le sujet, mais c'est pour moi une des 5 compétences clés du communicant ou en tout cas du DIRCOM. Avoir l'intelligence de la marque, c'est pas très dans nos cultures latines. Les anglo-saxons sont très très poussés sur la culture de la marque. Nous le sommes un peu moins et souvent d'ailleurs en la réduisant à quelques notions. Et la marque c'est aussi une valeur. La marque aujourd'hui c'est une valeur immatérielle d'une entreprise, d'une organisation. La marque c'est pas un caprice, c'est pas fait pour se faire plaisir, c'est pas fait pour faire joli. Ça a une valeur qui doit être construite et qui doit aussi être protégée, préservée et comme le disait Jean-François, développée parce que on crée pas sa marque un jour et puis et ensuite c'est terminé et pour toujours. Non, il faut continuer à l'alimenter, à la faire vivre, à l'incarner, à l'illustrer, à lui donner du goût, à lui donner de la saveur, à lui donner du parfum, à lui donner du son. Donc il y a la marque c'est aussi une matière vivante. Quand on parlait tout à l'heure quand Fred parlait de valeur de la marque, il y a des marques qui valent beaucoup plus cher que les entreprises qui les portent. Un des meilleurs exemples, c'est quand Volkswagen a racheté la marque Bugatti. L'entreprise Bugatti n'existait plus. Et ils ont racheté pour quelques milliards d'euros, j'ai plus le chiffre en tête, mais ils ont simplement racheté une marque dans laquelle il n'y avait pas d'actifs. Et on voit bien que voilà, ce qui les intéressait, c'était justement la marque et tout l'imaginaire qui est derrière et tout l'historique qu'il y a derrière. Ouais, Bugatti, c'est une marque fabuleuse, historique dans le domaine de l'automobile. Donc on voit bien que la valeur de la marque, elle était énorme. Dans le monde de la fashion, les Italiens sont très très forts pour racheter de vieilles marques iconiques qui n'ont plus de valeur d'entreprise en tant que telle, mais la marque a une telle valeur qu'ils relancent ces marques et qu'ils relancent des produits iconiques avec des marques qui sont connues de tout le monde. Je crois les premiers moments où on s'est rendu compte de la valeur de ce qu'était une marque, c'était au moment du rachat de Heinz par je sais plus quelle grosse multinationale qui a racheté les ketchup Heinz aux US et ils ont payé ça une fortune. Et les analystes boursiers ont dit mais ils sont complètement gourés dans leur évaluation de l'entreprise, que quand on regarde le chiffre d'affaires et les actifs de l'entreprise, ils ont surpayé ça. Mais en fait, ce qui intéressait les gens qui ont racheté, c'était pas du tout les actifs et l'entreprise et les gens qui étaient dedans. Ce qui les intéressait, c'était la marque Heinz, qui est la marque culte dans le domaine du ketchup. Et dans un autre style, alors qui est peut-être plus polémique, rappelez-vous, l'actuel président américain Donald Trump s'est retrouvé à maintes reprises un peu une main devant et une main derrière. Et j'ai le souvenir qu'il va voir les banquiers en disant ok, je suis tricard. Je crois que c'était après les casinos dans les années 90 dans le désert. Et dit par contre, j'ai une marque, la marque Trump. Donc vous allez quand même me prêter. Et ça prouve bien ce que vous venez de dire, aussi bien les Italiens que, alors je crois que c'est Cadbury Schweppes qui a racheté Heinz. J'ai plus en tête. Oui, bon, ça date, hein, ça fait quelques années, mais au final, cette marque, elle est finalement beaucoup plus forte qu'un CA, puisqu'elle fait partie de l'intelligence collective et puis du fantasme collectif. Il y a quelques entreprises qui aujourd'hui valorisent dans leur rapport annuel la valeur de la marque. C'est encore assez rare, mais on trouve des entreprises qui disent, voilà, dans nos actifs, on a la marque et qui valorisent la marque comme un actif. Valeur immatérielle. Valeur immatérielle, tout à fait. Fred, tu as commencé d'emblée en disant que la marque, c'est une compétence. Alors, je trouve le sujet très intéressant parce que, je vais vous l'avouer, je suis un peu pessimiste quant à l'avenir de notre métier. C'est la première fois de ma vie que je suis pessimiste, mais j'ai un peu peur que notre métier ne devienne qu'une histoire d'outils plus ou moins bien faits, avec de l'IA, avec des outils comme Canva, etc., qu'on ne réfléchisse plus et qui finalement il n'y ait plus de compétences.
pour développer une marque en communication, mais aussi avec le cousin marketing. Qu'est-ce que c'est selon toi, Fred? Et bien évidemment, Jean-François, je t'invite à répondre. C'est quoi les compétences de la marque qu'il faut avoir pour diriger une marque, selon toi, Fred, en matière de communication et de marketing, bien sûr? Alors d'abord, quand je parlais de compétences, je disais que la marque et l'intelligence de la marque, c'est une des compétences du communicant. Après, comment on exerce cette compétence? Déjà en étant convaincu de la position que doit avoir le communicant dans une organisation. La position du communicant, tu t'as parlé d'outils, c'est certainement pas de fabriquer des outils, c'est d'abord de produire de l'intelligence. Et aujourd'hui, on parle beaucoup de l'intelligence artificielle parce que elle va venir se confronter à l'intelligence réelle, mais je n'imagine pas que nos métiers puissent s'exercer uniquement en passant des commandes au guichet de l'intelligence artificielle. Donc on va toujours avoir besoin de beaucoup d'intelligence réelle, rien que pour savoir bien utiliser l'intelligence artificielle. Et cette intelligence réelle, elle doit nous permettre de travailler notre culture de la marque. Je veux dire qu'on a une relative faible culture de la marque dans nos pays par rapport notamment aux pays anglo-saxons. Je n'en connais pas les raisons et à la limite on s'en fout, peu importe les raisons. Ce qu'il faut, c'est en être conscient et donc savoir l'importance du travail qu'il y a à faire sur la marque et d'abord comprendre bien ce qu'est une marque. Donc une marque, ça se résume pas à un nom ou à un logo. C'est essentiel puisque c'est une sonorité, c'est une visibilité, mais derrière la marque, il y a des hommes, il y a des femmes qui doivent l'incarner, qui doivent la faire vivre. Il y a une histoire, il y a un imaginaire. Je parlais de sonorité, une marque, ça peut être aussi une identité sonore. Donc tout le travail de l'identité qu'il y a à faire autour de la marque, il est hyper important. Et autour de la marque, il y a aussi des risques. Donc toute la communication de crise et de gestion de risques autour de la marque. On parlait de l'importance parfois ou du poids de certaines marques. Si j'en prends deux qui étaient celles de la Fondation Abbé Pierre ou des agences immobilières Stéphane Plaza, ce sont des marques très très fortes et qui sont en risque du fait du nom qu'elles portent, qu'il y a des personnes mais qui ont des mésaventures ou des révélations qui font que ça porte un préjudice à la marque et donc ça attaque la valeur de cette marque. Donc c'est toute cette capacité à construire, à développer et à protéger une identité, celle d'une marque. C'est toutes ces compétences-là qu'il faut avoir en communication. Et ça passe par toutes les exigences de la communication et toutes les compétences de la communication. Mais c'est d'abord de l'intelligence avant d'être de l'outil. Je rejoins ce qu'a dit Fred à 100%. D'abord une compétence d'intelligence, apporter de l'intelligence. L'outil aidera, mais on peut faire développer des marques sans utiliser l'intelligence artificielle, sans utiliser Canva, sans utiliser Photoshop, Illustrator et tout ce que tu veux. Je crois que le rôle du communicant, c'est d'apporter de l'intelligence et c'est d'apporter une vision de ce qui va être utile à la marque. Pour moi, ce qui est l'élément, je pense, le plus fort dans une marque, c'est sa cohérence. Tous les éléments doivent contribuer à construire la marque et à apporter sur valoriser et permettre de construire la marque. Et ça, c'est compliqué quand on est dans des grosses entreprises, d'arriver à ce que tout le monde soit à l'unisson et arrive à comprendre son rôle dans la construction de la marque. C'est exactement ce que je m'apprêtais à évoquer. Respecter la marque, ça exige d'être intraitable avec la cohérence parce que justement quand on pilote la communication d'une entreprise, il y a plein de tentations, il y a des sollicitations multiples, il y a plein d'injonctions et parfois contradictoires, plein de raisons pour trafiquer la marque, modifier la marque, créer une nouvelle marque, créer une sous-marque, identifier la marque différemment. Et la force et la puissance de la marque réside, comme vient de le dire Jean-François, dans sa cohérence. Donc il faut être intraitable avec la question de la cohérence. Moi, je n'aime pas que ma fonction de communicant se limite à être le flic de la cohérence de la marque, mais ça fait aussi partie de nos responsabilités d'être très rigoureux sur ce point, d'être très exigeant, de savoir aussi l'expliquer, savoir faire de la pédagogie, et notamment faire comprendre aux gens que chacun ne crée pas sa propre petite marque pour se faire plaisir ou pour identifier son service ou son activité, mais doit être le promoteur et le défenseur de la marque. Il y a une marque et c'est celle-ci qu'il faut promouvoir, valoriser et renforcer. Je discutais il y a pas très longtemps avec un directeur marketing et dont l'entreprise a beaucoup communiqué sur le côté RSE, le côté responsabilité, développement durable, etc. Et il se trouve que au niveau du groupe, au niveau mondial, ils viennent de signer un partenariat dans la Formule 1 avec un pétrolier, un très grand pétrolier mondial.
Et du coup, la cohérence est perdue là-dedans. On retrouve plus le côté RSE développement durable quand tu es associé à un pétrolier pour faire de la Formule 1. Et cette cohérence-là, du coup, ce manque de cohérence, dessert complètement la marque. Il aurait peut-être mieux fallu peut-être aller dans une autre équipe de Formule 1 qui n'était pas liée à un gros pétrolier, ou aller vers d'autres sports sur lesquels on aurait pu permettre de communiquer beaucoup plus facilement sur le côté développement durable. Même si la F1 a fait beaucoup de progrès côté développement durable. Bon, je sais pas dans quel secteur se trouve cette marque qui s'est accoquinée à un pétrolier et la F1, mais bon, très honnêtement, je pense qu'il y a moyen de faire un petit peu plus RSE, un peu plus environnementalement friendly. En tout cas, il faut que les agissements de la marque aient du sens par rapport à son discours. Donc peu importe, chacun est bien libre de faire ses choix de partenariat, de sponsoring, d'association de collaboration, mais pour que ce soit cohérent avec la marque, il faut qu'il y ait un sens identique entre le discours et les actes. Alors cohérence, évidemment, on est bien d'accord. Tu disais Fred que tu ne voulais pas être le flic. Fliquer tout le monde et Jean-Étienne qui adore faire sa propre marque. Tu as vécu ce genre de choses-là, Jean-François? Parce que je vais pas dire que dans l'industrie on adore faire ce genre de choses, mais j'en ai quand même vu des clients qui avaient parfois une vraie charte graphique, ou du moins une vraie plateforme de marque, et puis il y avait une autre personne qui était peut-être un peu plus loin, qui était dans une autre ville, qui avait tendance à « oui, mais nous on est un peu différents ». Ouais, il y a toujours cette tentation-là. Je rejoins Fred dans l'idée de dire on doit pas jouer aux gendarmes en permanence. Il y a des moments où il faut le faire, mais on doit plutôt être dans le rôle d'éducation et expliquer aux gens pourquoi c'est important de respecter une charte graphique, de respecter certains éléments de langage. Et ça, c'est notre rôle. Après, s'il faut taper sur les doigts, on tape sur les doigts. Mais il y a toujours la tentation de nous, on est un petit peu différents, nous, on est un petit peu comme ci, un petit peu comme ça. Et donc, oui, il faut éviter ça. Et la meilleure façon d'éviter ça, c'est de la formation et c'est de l'éducation des gens. Fred, je crois que tu as connu ça dans un très grand groupe informatique, il me semble, où chacun avait, selon les pays, plus ou moins sa marque, c'est bien ça? Alors je l'ai vécu dans plein de groupes. En réalité, je pensais pas à celui-ci en premier. Je pensais d'abord à un groupe immobilier dans lequel, au moment où je suis arrivé, je voyais différentes façons d'utiliser l'identité et je ne comprenais pas bien comment ça. Enfin, je ne voyais pas où était la cohérence et pourquoi il n'y en avait pas. Et j'avais une responsable de la marque dans l'équipe à laquelle j'ai demandé de me dire est-ce que tu peux me donner la bonne charte d'identité de la marque pour que je puisse m'appuyer dessus. Et en fait, on a réalisé qu'il y en avait 14. Et là, elle m'a dit, ah non, mais tu prends celle que tu préfères. Et là, je me suis dit, pour une responsable de la marque, elle n'a pas tellement bien conscience de ce qu'est sa fonction, puisqu'il ne s'agit pas de proposer autant de marques d'identité et d'usage possible de la marque, et chacun fait selon ses goûts. On fait selon les règles et la stratégie de l'entreprise. Qu'est-ce qu'on doit servir et quels sont nos objectifs. Donc, il a fallu remettre beaucoup d'ordre là-dedans. Mais effectivement, dans beaucoup des groupes dans lesquels je suis passé, et peut-être celui auquel tu penses, c'était Feu, le groupe Altran, aujourd'hui devenu Capgemini, où en arrivant, entre les différents services, les différents pays et certaines activités, chacun avait des cartes de visite différentes. Une époque où la culture des cartes de visite était encore très forte. Et quand on a voulu mettre de l'unité, il y a eu beaucoup de résistance où chacun nous a expliqué que, évidemment, c'était bien mieux d'avoir une image unique, sauf chacun pour son activité, qui lui avait une bonne raison de justifier d'avoir quelque chose de différent. Et il se trouve que parmi ces détracteurs, qui n'étaient pas des détracteurs négatifs, mais qui voulaient marquer leur territoire avec leur propre marque, beaucoup d'entre eux se sont retrouvés un jour autour d'une table face à un client, et quand ils ont donné leur carte, et c'est eux qui le racontent ensuite, donc c'est ça qui est intéressant, ils m'ont dit qu'ils s'étaient trouvés complètement ridicules de représentant le même groupe, de mémoire ils étaient 7 ou 9, de montrer 7 ou 9 cartes de visite complètement différentes, et c'est la situation qu'ils ont vécue et le ridicule dans lequel ils se sont trouvés qui leur a fait admettre, donc plus que les convictions que j'ai pu partager, mais ça j'espère y a contribué, et là ils ont admis que oui, il fallait quand même se présenter sous une même bannière, un même drapeau, et ils étaient bien plus fiers, et ils se sentaient aussi plus forts ensuite d'être le représentant d'un groupe, les représentants d'un groupe, et pas chacun de leur petite entité individuelle. Moi, j'avais un autre exemple en interne. Une des entreprises dans lesquelles j'ai travaillé, le service qualité-sécurité avait développé sa propre petite charte graphique.
Ce qui faisait que toutes nos procédures de sécurité étaient écrites en police Comic Sans, ce qui du coup rajoute beaucoup de sérieux à nos procédures sécurité. Et il a fallu leur expliquer que voilà, c'était pas la police du groupe et que voilà, on gagnerait un peu en sérieux et en crédibilité des procédures de sécurité si elles n'étaient pas écrites en police comique. Que ce soit la sécurité, l'informatique, les RH, beaucoup de services au sein de l'entreprise, le communicant passe son temps à avoir des correspondants en interne pour lesquels il formule des demandes qui lui répondent qu'il manque de temps et donc on va pas pouvoir forcément le satisfaire ou répondre à ses demandes dans des temps extrêmement rapides. Mais ces mêmes personnes qui manquent de temps, en revanche, ont du temps pour faire de la com, pour refaire les outils de communication, pour refaire le travail qui est fait et qui est celui de la communication, pour l'arranger à leur sauce. C'est des situations que beaucoup de communicants peuvent vivre. Très honnêtement, j'ai jamais été en entreprise, j'ai toujours été du côté agence. C'est une entreprise. Ce qui est une entreprise aussi, mais ce qui est pas tout à fait la même chose. Bon, par exemple, on va pas citer aucune marque pour lesquelles vous avez travaillé tous les deux, mais très sincèrement, ça rend pas un peu cinglé de voir que Jean-Étienne de la Cali communique avec sa propre typo. Enfin, t'as pas eu envie de le frapper, Jean-François? Non, pas envie de le frapper, mais de lui expliquer pourquoi la police Comic Sans, d'abord, c'était pas la police du groupe, et puis que ça donne pas non plus l'image que lui voulait donner et qu'il y avait un décalage entre le message qu'il a envie de faire passer et sa réalisation physique. Quand tu lui montres que la police, elle s'appelle Comics, c'est pas pour rien. Comment... Ce qu'il ignore en principe. Ce qu'il ignore, ou en tout cas, oui. Il a même pas lu le nom de la police. Il a même pas lu le nom de la police. Il l'a juste trouvé rigolote. Exactement. Tiens, c'est sympa. Et puis derrière de lui montrer des exemples que c'est utilisé dans des bandes dessinées, dans des trucs un peu rigolos, que du coup c'est en décalage avec son message. Ça c'est de l'éducation. Alors au bout d'un moment, la première fois c'est rigolo, après ça devient pénible. Mais vous avez pas pété un câble, Fred? T'as pas pété un câble un jour ou l'autre où t'en as un qui finalement ça équivaut à quelqu'un qui sait mieux que toi, qui prend du temps pour le faire, pour développer sa propre charte, qui n'est jamais disponible, comme tu le disais, mais ça veut dire qu'au final... Qui est moins disponible pour faire son travail que pour refaire le tien. Absolument. Après ça part rarement d'un mauvais sentiment. Les gens ne font pas ça juste pour, passe-moi l'expression, pour t'emmerder. Ils font ça parce qu'ils pensent parce qu'ils ont un avis. Ils ont un avis qu'ils confondent avec une compétence. Exactement. Bon, écoute, je suis heureux de ne pas avoir été confronté à ce genre de choses-là, parce que me connaissant, je pense que je serais mort. Fred, tu voulais dire quelque chose? Je voulais répondre à ta question. Donc non, j'ai pas pété de câble, mais comme disait Jean-François, c'est fatigant, c'est épuisant, surtout quand ça revient pendant des années et des années. Et c'est là où il est très important quand même d'avoir à la com non seulement des gens qui sont compétents, et non pas justement Jean-Pierre du juridique ou Josette de la comptabilité qu'on ne peut pas garder dans ces services-là, donc du coup on les met à la com parce qu'à la com tout le monde serait supposé pouvoir faire le travail. C'est important que le DIRCOM ait une autorité, une vraie autorité professionnelle. C'est pas de l'autoritarisme, c'est une autorité professionnelle qui dépend de son expérience, qui dépend de ses compétences, mais qui dépend aussi de sa position dans l'entreprise. Parce que s'il n'est pas à sa place, s'il n'a pas une position dans la gouvernance et s'il n'a pas donc une autorité qui est aussi reconnue et avec une assurance de sa hiérarchie et que donc quelque part le message c'est tout le monde peut faire de la com à la place du DIRCOM, alors son autorité professionnelle ne pèse pas beaucoup. Donc il y a beaucoup de circonstances, autorité professionnelle qui dépend évidemment de la compétence et positionnement dans l'organisation de l'entreprise qui compte aussi pour faire respecter ce travail de communication. C'est sûr qu'il faut que le DIRCOM soit soutenu par sa direction générale. Si le premier à outrepasser les règles c'est le DG, ça pose un souci. J'ai une question qui est toute bête, qui va paraître un peu technique, mais comment est-ce qu'on construit une marque? Quelles sont les étapes pour construire une marque? Parce que je suis intimement convaincu qu'il y a beaucoup d'auditeurs et d'auditrices du Décodeur qui ne savent pas nécessairement comment on la construit. Parce que tout le monde a en tête une marque, éventuellement un petit fantasme autour d'une marque, en tout cas une représentation. On a tous le logo, on a tous éventuellement la charte graphique, bref, la partie immergée de l'iceberg. Mais la partie émergée, comment est-ce qu'on la construit? Est-ce que finalement la plateforme de marque, elle existe toujours? Est-ce qu'elle n'est pas une espèce d'obligation du communicant pour essayer de border les choses, mais qui au final ne sert pas à grand chose? C'est une question qui est dure, je sais, qui est vaste. Je peux commencer parce que il y a deux hypothèses. C'est je n'ai pas de marque, il faut en créer une, ou j'arrive, il y a une marque et il faut que je reconsidère, retravaille, réinterroge la marque. Mais la première question à se poser, c'est comme toujours en communication, c'est pourquoi. C'est pourquoi est-ce que j'aurais besoin d'une marque?
pourquoi ce besoin, pourquoi faire, pour qui, quelle est l'utilité, est-ce que c'est juste un fantasme comme tu le disais, et donc j'ai besoin quelque part d'une image, d'une auréole au-dessus de ma tête, mais avec quelle utilité? Et donc la toute première des questions, c'est le pourquoi. Et à partir de ce pourquoi, on va commencer à construire pour répondre à un besoin. Mais il faut définir ce besoin. Ce besoin, il se définit dans une stratégie et comment je vais servir cette stratégie. On retrouve le why de Simon Sinek qui est un peu mis à toutes les sauces, mais Fred a raison, c'est pourquoi j'ai besoin d'une marque, enfin, qu'est-ce que je veux faire avec et qu'est-ce que je veux qu'elle raconte. Tout ça, ça doit s'inscrire dans une stratégie. Une fois que tu as défini ça, après, c'est des outils à mettre en place. Une charte graphique pour avoir du visuel, des bases de langage, des moyens de décliner ces outils et des canaux de distribution. Et puis voilà, et le tout, ça doit être cohérent et ça doit se renforcer l'un l'autre. Mais ça part tout de qu'est-ce que j'ai envie de faire. Alors, on parle de why, on parle de raison d'être. Il y a plein de notions qui sont là, mais du coup, c'est quel est le rôle de l'entreprise, qu'est-ce que j'ai envie qu'elle raconte à ses clients, et derrière, on décline tout ça. Et la fameuse vision. Alors, ça en fait partie, évidemment. Mais tu sais, dans la plateforme de marque, on commence par la vision, que je n'ai jamais comprise. Alors, j'en ai vendu des plateformes de marque dans ma vie. J'ai toujours été relativement mal à l'aise avec la vision, la fameuse vision, parce que finalement, personne n'est réellement capable, sauf exception, en tout cas de ce que moi j'ai vu, personne n'est capable de me parler d'une vision de marque. Vous l'avez expérimenté vous-même, vous l'avez mise en place. Jean-François, je te vois lever la main. Ouais, après, je te passe mission, la main. vision, je pense que personne n'y comprend rien. Les gens se perdent entre les deux. Moi, j'aime bien la notion qui a été amenée, qui était la notion de raison d'être, parce que ça donne en fait derrière ça une utilité à l'entreprise, et derrière tu peux décliner ça après sous forme de marque, et tu peux avoir une entreprise qui a une raison d'être et différentes marques derrière qui vont y contribuer. Moi, je préfère cette notion de raison d'être que de mission-vision, où finalement, on fait pas trop la différence entre les deux et on sait pas trop à quoi ça sert, et voilà, ça fait plaisir dans les plateformes de marque. En tout cas, ça aide pas à expliquer aux gens ce que c'est qu'une marque et comment on doit la mettre en place. En fait, pour moi, il y a deux visions et souvent on mélange les deux visions. Il y a la vision, celle qui est celle dont vient parler Jean-François, qui est celle de l'entreprise, et que l'on met en tête souvent d'une plateforme de marque. Et ça, quelque part, j'ai presque envie de dire que c'est même pas mon problème. C'est plutôt cette vision-là, on serait supposé me l'apporter. Alors, je suis de ces valeurs à supposer qu'une entreprise ait des valeurs. Donc, il y a souvent ces deux visions. Moi, celle qui m'intéresse, c'est la vision de la marque, donc la vision du communicant. Et je reconnais que si j'ai toujours eu une vision assez claire de là où je voulais emmener une marque, c'était beaucoup plus compliqué après de la partager et de la faire vivre ou rayonner de la même façon dans l'esprit de tous mes collaborateurs, qui chacun pouvait aussi avoir sa propre transformation ou déformation de ma vision, étant moi-même pas forcément parfaitement capable d'expliquer. Mais cette vision-là, moi, je sais où je veux emmener ma marque. Et c'est ça qui est important, parce que c'est pour moi, parce que c'est ce qui me guide ensuite dans tout ce que je fais, et c'est ce qui va participer aussi à la cohérence dont on parlait tout à l'heure. Tu parlais tout à l'heure de la façon de mettre ça en œuvre. Moi, je suis arrivé dans une entreprise où il y avait déjà quelque chose d'existant. Et en fait, on a un peu tout fait à l'envers. C'est-à-dire que, compte tenu de l'urgence de la situation, on a d'abord travaillé sur une charte graphique, parce qu'il y avait une urgence à avoir une nouvelle charte graphique. On pouvait plus rester avec le truc qui datait de Mathusalem. Donc, il y avait un besoin de changer très vite. Et puis derrière, tu construis cette cohérence en rajoutant, on est passé d'une charte 2D à une charte 3D, on a construit les messages, on a construit ensuite tous les partenariats qui vont autour, on a construit ensuite des liens avec des écoles, on a construit, voilà. Et derrière, ça a permis de construire cette vision. Tu pars pas tout le temps du sommet pour décliner, tu peux aussi partir du bas et remonter. L'idée, c'est d'avoir quand même cette vision de où est-ce que tu veux emmener ta marque. On a une destination, mais il y a plein de chemins possibles à utiliser, et on peut les utiliser plusieurs fois dans un temps différent, mais on sait quelle est la destination à atteindre, et après on y va par plein de moyens différents. Vous n'avez pas eu l'impression d'être incompris par moment en interne? Si, et quelque part c'est normal, puisque c'est notre métier et c'est pas celui des autres. Moi, quand l'informaticien parle d'un plan de cybersécurité ou le financier, ou le juridique, de contrats internationaux ou de plans de financement, je comprends pas tout. Je comprends l'idée principale, mais c'est pas mon métier. Donc c'est normal que les autres ne comprennent pas nécessairement mon travail, mon expertise et là où je dois aller. S'ils s'y intéressent, tant mieux. Ce qui va pas, c'est s'ils veulent le faire à ma place alors qu'ils ne savent pas de quoi ils parlent. Après, c'est souvent vrai quand tu veux changer des choses, quand tu veux mettre une nouvelle plateforme de marque, une nouvelle charte graphique, un nouveau logo. T'as toujours des gens qui vont dire l'ancien était vachement mieux.
Je comprends pas pourquoi vous voulez changer. On l'a toujours fait comme ça. Enfin bon, tu te retrouves tous les trucs habituels sur tout ce qui est changement. Mais voilà, ça fait partie du job. Puis c'est à nous, je pense, communicants, d'expliquer aux gens pourquoi c'est important on parlait tout à l'heure, là, de territoire de marque et que la marque, c'est une démarche. Et ben voilà, il faut t'adapter, comme les prostituées d'Alexandrie, là, en fonction du temps, de la météo, des marées, et ben, il va falloir s'adapter et faire évoluer ta marque. 100% d'accord avec Jean-François. Je suis conscient et je revendique le fait qu'il y ait beaucoup de pédagogie à faire dans notre métier, à la limite quand même de pas se transformer en service de formation continue où on passerait notre temps à devoir finalement se justifier et non plus informer. Donc il y a cette limite qui est parfois pas évidente à trouver, mais voilà, on doit faire de la pédagogie. Moi j'apprends toujours à mes équipes à dire non quand à 16h ou 18h un vendredi on vient t'expliquer qu'il faut faire un communiqué de presse pour le lundi parce que on va sortir un produit ou un service essentiel pour l'entreprise et qu'on y travaille depuis 6 mois. Là la réponse c'est non, parce que je vais pas faire travailler mes équipes possible ou pas possible pendant le week-end, et si c'est si essentiel pour l'entreprise, c'est donc pas le vendredi soir pour le lundi que j'en suis informé et que je vais pouvoir m'investir dans ce dossier, le comprendre et faire mon boulot correctement. Donc savoir dire non, mais après savoir aussi expliquer le non, et sans aller toujours forcément parfois créer l'incident. Moi j'ai dit musique, il y a des moments il faut créer l'incident pour bien faire comprendre aux gens que on a besoin de temps pour faire notre travail. Donc chacun doit nous intégrer dans un agenda raisonnable et non pas de se réveiller, penser à nous à la dernière minute. Et donc là il y a de la pédagogie à faire, mais sans aller jusqu'à nécessairement l'incident. Mais parfois c'est nécessaire, en tout cas faire de la pédagogie, mais sans se transformer en organisme de formation continue, parce que tout le monde devrait faire de la communication et personne ne comprenant rien. Il faudrait donc qu'on explique et qu'on forme toute l'entreprise à notre métier, ce que ne font pas les autres services. Et puis je crois que la marque, on parlait de développement de produits, de développement de services, mais la marque, elle doit aussi être à l'origine du développement du produit. Est-ce que le produit qu'on est en train de développer est bien cohérent avec ce qu'on a envie de mettre sur le marché? Que du coup, il faudrait peut-être pas développer notre service, notre produit différemment. Chez Danone, leur raison d'être, c'est la santé par les aliments. Qu'à chaque fois qu'ils développent un produit, ils regardent s'il y a bien un impact sur la santé, et est-ce que le produit qui va être développé, je rentre dans leur stratégie de marque, ou est-ce que pas du tout, c'est juste un truc, un yaourt hyper sucré avec des colorants ou je sais pas quoi, et à ce moment-là le produit va pas jusqu'au bout. Mais c'est là aussi d'apporter de la cohérence, c'est que la marque elle est pas travaillée que par le service communication, elle est travaillée par l'ensemble des services, et les RH sont souvent les premiers vecteurs de la marque vis-à-vis des salariés et des candidats et de l'extérieur, parce que c'est eux qui, dans leur relation, de la façon dont ils font passer les entretiens, vont véhiculer d'une certaine façon l'image de la marque. Quand un commercial va aller rencontrer un prospect, il va aussi véhiculer l'image de la marque, et on le voit tous quand on va dans des magasins, etc. L'image qu'on perçoit de la marque, c'est souvent le vendeur à travers ses ambassadeurs. Et donc, tout le monde est ambassadeur de la marque sur le terrain. Bon, je te remercie Jean-François, j'allais poser une question extrêmement intelligente, à savoir à qui appartient la marque. Merci d'y avoir répondu sans que je pose la question, mais je reviens à... Ah non, il n'y a pas une réponse c'est complètement différent entre qui appartient à la marque, et il y a plusieurs ambassadeurs de marque qui sont tous les gens qui travaillent dans l'entreprise, voire éventuellement tu peux avoir tes fournisseurs qui sont aussi des ambassadeurs de ta marque. Ensuite, à qui appartient la marque? Pour moi, la marque, elle appartient qu'à une seule personne, c'est le client. C'est la personne, on revient à mon explication de tout à l'heure là de Michel Serres. C'est la marque, elle est dans les yeux du client, et c'est le client qui est propriétaire de sa marque. Alors c'est marrant, moi j'allais dire la marque elle appartient à une seule personne, c'est l'entreprise. Donc on n'a pas exactement la même idée. Et j'allais même mettre un bémol en pensant à une personne qui m'est très chère, que vous connaissez tous les deux, qui s'appelle Doujeni Archil, qui parle beaucoup de propriété industrielle et qui m'a fait découvrir ce que j'ignorais en tant que pourtant professionnel de la communication, que la marque elle peut aussi, et là c'est juste une question juridique, appartenir à celui qui l'aurait développé en interne si les RH n'ont pas pris le soin de retirer la propriété intellectuelle des communicants sur ce qu'ils produisent et qui potentiellement leur appartient juridiquement.
Et ça, c'est pas c'est pas la compétence la plus forte dans les services communication, le fait d'admettre et de reconnaître et parfois de devoir payer le travail d'un collaborateur qui a pourtant été par l'entreprise payé pour faire un travail et pourtant la propriété de ce travail lui appartient, propriété intellectuelle. On va rester déjà au sein de l'entreprise. Selon vous, à qui elle appartient dans l'entreprise? Quel est le service auquel elle appartient, la marque? Alors, appartenir, je sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas, qui pilote la marque, qui doit piloter la marque d'entreprise, j'imagine que c'est le sens de la question. Moi, je vois deux services possibles, sans les hiérarchiser, la communication ou le marketing. Ça va dépendre de l'organisation de l'entreprise, ça va dépendre de la marque, ça va dépendre des activités, ça va dépendre des compétences et de la répartition des compétences. Donc j'ai envie de dire, ça appartient aux services compétents. Et où sont les compétences? Elles peuvent être dans une direction de la communication ou dans une direction du marketing. C'est pour moi la seule place possible, ou alors sinon elle est pilotée par des gens dont c'est pas le métier. Donc pourquoi pas, mais je ne vois pas où serait le sens de faire piloter une expertise par des gens dont c'est pas le métier. Pareil. Mais avec une supervision, je pense que la direction générale doit avoir une supervision là-dessus pour y insuffler les éléments de stratégie. Et dans le cas d'une entreprise qui a été fondée par quelqu'un et qui est toujours en vie, par exemple, je sais pas, quelqu'un qui a donné son nom à la marque, alors j'allais dire Armani, mais je crois qu'il vient de décéder, mais bon, oui. Vous avez compris le principe. À qui elle appartient finalement la marque, lorsqu'on est finalement sur une marque d'un créateur ou en tout cas quelqu'un qui a donné son nom? Marque créateur ou marque familiale, il y a nécessairement une implication très forte de la personne qui donne son nom. Donc c'est d'ailleurs beaucoup plus compliqué pour le communicant, même quand c'est indirectement un nom. Moi j'ai l'exemple, je peux l'évoquer, celui de la marque Elior, où quand je suis arrivé à la présidence du groupe Elior pour diriger la communication, le président avait plutôt envie de faire évoluer la marque dans son aspect visuel, notamment parce qu'il n'aimait pas une couleur, ce qui est une très mauvaise raison, ou ce qui n'est même pas une raison, puisqu'il n'y a aucune objectivité, aucun sens à cette formulation. Et j'ai appris que le camélia qui illustrait la marque Elior, c'était la fleur préférée de la femme du fondateur qui était intervenue sur la création de la marque à l'époque. Et donc là, entrer dans cette modification, ça veut dire que quelque part on allait attaquer frontalement le fondateur qui est décédé depuis, et donc quelque part on allait se mettre dans des difficultés bien plus importantes, psycho-affectives et financières qu'on n'imaginait même pas. Ce qui a fait que j'ai créé plutôt une marque groupe d'ailleurs, puisque c'était le vrai besoin. Il n'était pas de changer une marque qu'on ne trouvait pas jolie parce qu'on n'aimait pas la couleur, mais d'avoir une marque ombrelle pour le groupe et pour l'ensemble des activités du groupe, ce qui permettait d'épargner la marque elle-même, Elior, qui était l'activité de restauration. Mais c'est beaucoup plus compliqué dès qu'il y a une relation personnelle à la marque, soit par le créateur, soit par la famille qui a dirigé l'entreprise. Et donc on est donc obligé d'en tenir compte, et c'est une autorité de plus dans le pilotage de la marque. Après, je crois que c'est trois entités différentes. Tu as la marque, tu as l'entreprise et tu as le fondateur. Et les trois sont à gérer conjointement et de façon dissociée. Voilà. Et après, on peut voir, tu parlais tout à l'heure de Stéphane Plaza, par exemple. Les éléments qui peuvent influencer le créateur ont des retombées sur la marque et sur l'entreprise, du coup. Donc les trois sont à gérer, à travailler de façon conjointe. Mais tu l'as fait, toi, parce que tu as travaillé dans une entreprise familiale qui porte le nom, non pas du monsieur qui dirigeait ça, mais on va la citer, les Vergers Boiron, donc la famille Boiron, qui n'a rien à voir avec le laboratoire de santé, rassurez-vous, ce sont plutôt des purées de fruits surgelés. On est dans le food. Comment tu as géré cette marque et puis le descendant du fondateur? C'est sûr qu'il y a une relation affective à la marque, notamment au logo, qui était un élément très important, qu'il n'y avait pas dans d'autres entreprises. Les autres entreprises dans lesquelles j'ai travaillé étaient plutôt des grosses entités, et il n'y avait pas ce côté affectif. Voilà. Donc tout ce qui touchait la marque, tout ce qui touchait la création, tout ce qui touchait la façon de communiquer était forcément hypersensible, et un sujet que Alain Boiron regardait, on le salue d'ailleurs, je pense, regardait d'assez près. Et j'ai essayé plusieurs fois de lui vendre une modification du logo. Ça a été très compliqué, j'y suis pas arrivé. D'autres y sont arrivés derrière. Mais voilà, il y a une relation affective à la fois à l'entreprise, à la marque,
Et puis, il y a l'histoire familiale qui est derrière. Donc, ça impose, comme on disait tout à l'heure, peut-être un peu plus de pédagogie, d'explication. Voilà, mais on a fait évoluer plein de trucs. Je pense que ça allait dans la bonne direction. Je pense qu'Alain Baron était content de ce qu'on a pu faire. C'est une complexité de plus pour le communicant, mais c'est compréhensible puisque c'est comme si on touchait à l'image même de la personne. Donc c'est compréhensible. C'est presque le bébé quelque part, c'est le frère ou la sœur. Complètement. Donc je comprends parfaitement. Alors juste pour les Vergers Boiron, ils ont changé de logo il y a pas si longtemps que ça, 1 an ou 2, et c'est grosso modo 1 ou 2 ans après que tu sois parti. Donc je pense que cela a infusé pendant que tu étais là, parce que tu y es resté 5 ans, et puis il s'est finalement décidé. Bon, voilà, c'est tout simplement les histoires de marque, d'entreprise et d'hommes. Et on salue en effet Alain Boiron, qui est une très très belle entreprise, il faut l'avouer. Voilà, c'est la fin de cette première partie de l'épisode consacré à la marque. Jean-François et Fred reviennent très rapidement. Et croyez-moi, vous allez encore en apprendre énormément sur le sujet.